C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Ça n'a rien de réel. Ça n'a aucune importance. C'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, y a rien de réel. Tu piges. Ceci est la deuxième partie d'un épisode. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à la regarder avant de continuer celle-ci. En réalité, ce que nous aurions besoin, c'est d'une monnaie dont la réserve ne peut pas augmenter. Mais ça n'existe pas d'un point de vue pratique, parce qu'aucune ressource matérielle n'est limitée. On pourra toujours extraire plus de métaux, plus de pétrole, etc. Il est donc peu probable que nous trouvions la rareté stricte dans le monde physique. En ce qui concerne le monde numérique, il est difficile d'imaginer que nous créerons quelque chose dont la réserve ne peut pas augmenter. À moins que... En 2008, un pseudonyme derrière lequel se trouvent une ou plusieurs personnes a résolu l'énigme et a partagé la solution dans le monde entier. La rareté numérique a été créée. En utilisant la technologie révolutionnaire qu'est la blockchain, Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin. La quantité est par définition strictement limitée. Environ toutes les 10 minutes, de nouveaux bitcoins sont générés par le protocole et distribués en récompense à ceux qui contribuent à la sécurité du réseau. Le système est programmé pour libérer 21 millions d'unités, pas une de plus. Alors je vais revenir sur les caractéristiques de la monnaie qu'on a abordées en première partie. Durabilité, divisibilité, transférabilité et rareté. Et chacune de ces propriétés est intégrée dans le code Bitcoin. Bitcoin est durable, car les données sont permanentes. Bitcoin est divisible, parce que chaque Bitcoin peut être divisé en 100 millions d'unités. Bitcoin est transférable, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et Bitcoin est rare, parce que l'offre est prédéterminée. Aujourd'hui, il existe environ 19,5 millions de Bitcoin, avec un maximum de 21 millions qui seront créés d'ici l'an 2140. Bitcoin est démocratique, parce que quiconque dispose d'une connexion Internet peut acheter, accepter du Bitcoin, voire contribuer à son développement. Alors, Bitcoin n'est pas la meilleure monnaie sous tous les aspects, et il n'est pas encore accepté partout, il n'est même pas souvent utilisé pour fixer des prix, et ce n'est pas toujours une réserve de valeur stable. Mais il fonctionne, et le simple fait qu'il fonctionne sans intermédiaire de confiance est incroyable. Et depuis 2008, il opère sans aucun organe de contrôle interne, sans système qui peut dire « toi oui, toi non ». Elle inclut tout le monde, à partir du moment où la personne a un accès à Internet, bien sûr. Donc, tout le monde a les mêmes droits d'un point de vue financier. Et c'est d'autant plus vrai où la censure opère dans certains pays. Bitcoin est aussi significatif pour la liberté, la prospérité et l'épanouissement humain que la naissance d'Internet. Alors, qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie complètement fonctionnelle au monde. C'est un code, un réseau en ligne qui permet de transférer de la valeur sur Internet entre utilisateurs individuels sans avoir à passer par un tiers de confiance. Ni banque, ni PayPal, ni assurance, ni gouvernement. Il vous permet d'envoyer et de recevoir de la valeur à n'importe qui dans le monde, instantanément, en utilisant simplement un ordinateur ou un téléphone et une connexion Internet. L'absence de toute corporation entre les parties signifie que le Bitcoin est la première structure publique de paiement numérique au monde, c'est-à-dire accessible à tous et n'appartenant à aucune entité unique. Et rien que ça, c'est juste dingue. Parce qu'avant Bitcoin, le seul moyen que nous avions de ne pas passer par un intermédiaire était uniquement d'utiliser des transactions en cash, donc de main à main, ce que l'on appelle de pair à pair, et en anglais, peer-to-peer. Autrement, on n'a pas le choix. Si on veut envoyer de l'argent électroniquement, là, on inclut à la transaction des intermédiaires, à qui on doit faire confiance. Des infrastructures privées donc. On doit compter sur une banque privée pour ouvrir un registre, son grand livre, et ajouter une entrée qui vous débite et crédite la personne que vous payez. Et si vous n'utilisez pas la même banque, alors il y aura plusieurs banques et plusieurs entrées dans les registres entre les deux personnes. Sans compter que si la personne habite dans un autre continent, avec une banque et devises différentes, ça peut prendre des jours pour que la transaction se fasse, et surtout, ça coûte très cher en frais. Bitcoin fonctionne comme la banque, sauf que vous êtes votre propre banque. Chaque transaction que vous faites est inscrite dans un grand livre de registre, de manière indélébile et vérifiable par tous, grâce à une technologie innovante qui s'appelle la blockchain. Et n'importe qui, indépendamment de sa nationalité, sa race, sa religion, son genre ou son sexe, peut créer gratuitement une adresse Bitcoin pour recevoir des paiements numériques. Alors, comment fonctionne cette blockchain? Ou en français, chaîne de blocs.
La blockchain, c'est une technologie qui permet aux particuliers et aux entreprises de stocker leurs données et d'effectuer des transactions sans avoir à utiliser ce qu'on appelle un tiers de confiance comme un avocat, une banque, un notaire, etc. Ces tiers de confiance, leur rôle, c'est d'empêcher que les informations fausses ou malhonnêtes soient validées lors d'un échange entre deux personnes. C'est dans leur nom, ils sont là pour servir d'agents de confiance. Sauf qu'avec la blockchain, ce qui va remplacer ce tiers de confiance, c'est un code, c'est un algorithme qui va permettre d'avoir une sécurité quasiment absolue. Contrairement à un livre, sur la blockchain, dès qu'on a ajouté une nouvelle page, dès qu'on a créé un nouveau bloc, on ne peut plus revenir en arrière. Ce bloc, il est ancré dans le marbre et il ne peut plus bouger. C'est du coup ce qui fait que toutes les pages de la blockchain, une fois qu'elles ont été écrites puis validées, sont absolument inchangeables. C'est cet aspect, entre autres, qui rend les informations beaucoup plus sécurisées et quasiment impossibles à hacker, contrairement à un serveur centralisé. Ça empêche également la falsification ou les erreurs humaines qui peuvent arriver par exemple quand on a un contrat, mais par contre qui sont impossibles sur la blockchain. Plutôt que d'avoir une entité centralisée qui garde sur un registre une trace de toutes les transactions et de tous les soldes de chaque utilisateur, Bitcoin est conçu de telle sorte que n'importe qui exécute un nœud puisse le faire. Un nœud, concrètement, c'est un ordinateur qui a téléchargé le logiciel de Bitcoin qui le fait fonctionner. Chaque nœud va avoir sa propre copie locale de la blockchain Bitcoin. Imaginez donc un livre de compte gigantesque distribué à tous les nœuds du réseau qui est mis à jour en temps réel et constamment vérifié par tous les nœuds pour s'assurer que tout le monde reste honnête. Donc chaque transaction qui a lieu sur le réseau est vérifiée et validée par tous les nœuds du réseau. Les enregistrements de ces transactions sont validés et regroupés par bloc. Un bloc est validé environ toutes les 10 minutes. Ces blocs sont reliés entre eux pour former une chaîne de blocs, ou ce que l'on appelle plus communément la blockchain. Chaque bloc est lié à celui qui le précède en utilisant un processus d'encodage crypté, le hashing. Si quelqu'un de mal intentionné décidait de modifier un bloc pour voler les bitcoins par exemple, ça signifie qu'il faudrait modifier toutes les informations de tous les blocs de la blockchain, ce qui est impossible, parce que tous les nœuds ont la même version de la blockchain. Donc concrètement, si quelqu'un triche, le réseau remarque qu'il y a quelque chose de louche et rejette la modification. Et étant donné qu'il y a un bloc créé toutes les 10 minutes environ, depuis 2008, ça en fait des blocs à modifier. C'est cette caractéristique qui contribue à faire de la blockchain un enregistrement inviolable. Non seulement il n'y a pas d'autorité centrale pour superviser l'ensemble du réseau, et en plus de ça, il est virtuellement impossible de le falsifier. Et plus il y a de nœuds, donc de personnes qui ont le logiciel Bitcoin, et plus il y a de sécurité et de décentralisation. Vous vous demandez certainement quel est l'intérêt d'être un nœud qui sécurise Bitcoin. Alors il n'y a pas vraiment de récompense pour la gestion d'un nœud en tant que tel, enfin, autre que de contribuer à la décentralisation de Bitcoin et à maintenir le réseau sûr. Cependant, il existe un autre type de nœud qui est beaucoup plus impliqué dans le fonctionnement du réseau Bitcoin et qui est financièrement incité à le faire. Ce sont les mineurs de Bitcoin. Chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, un nombre déterminé de Bitcoin est émis sous forme d'une récompense aux mineurs. Tous les mineurs du réseau Bitcoin sont en concurrence pour recevoir cette récompense. Et les mineurs de Bitcoin veulent tous être celui qui complète le dernier bloc contenant toutes les données de la blockchain pour recevoir en récompense du Bitcoin. Vous l'avez donc compris, la blockchain permet à n'importe qui de s'échanger des fonds, des transactions ou même des informations sans passer par un établissement comme une banque. Donc c'est décentralisé. Et sachez qu'il n'y a pas besoin de télécharger et d'exécuter un logiciel pour utiliser Bitcoin. N'importe qui avec une connexion Internet peut utiliser le réseau Bitcoin et envoyer des Bitcoins à n'importe qui dans le monde et à n'importe quel moment, à partir du moment où c'est un utilisateur du réseau. L'un des points importants, c'est que l'une des façons fondamentales qui fait de Bitcoin le réseau de paiement le plus sûr de la planète est l'utilisation du cryptage à clé publique. En résumé, le système de cryptage de Bitcoin fonctionne comme un jeu de clés. Une clé privée à garder secrète comme un mot de passe, c'est la clé qu'on utilise pour signer les transactions. En gros, c'est comme apposer une signature sur un chèque. Les mineurs, enfin les ordinateurs, vérifieront cette signature pour s'assurer que vous êtes bien le propriétaire des bitcoins envoyés, pour assurer la sécurité des transactions. Une clé publique que vous pouvez partager comme une adresse. Donc en gros, le réseau Bitcoin fournit à tous les utilisateurs une clé privée, qui est essentiellement un mot de passe vraiment fort, à partir duquel il génère de manière chiffrée une clé publique associée. Vous pouvez librement partager votre clé publique avec d'autres personnes
Et c'est en fait la seule information dont une personne ait besoin pour vous envoyer des bitcoins. Mais pour accéder à ces fonds, la clé privée est requise. Dans le cas de Bitcoin, si vous perdez votre clé privée, vous perdrez l'accès à vos fonds. Vous êtes votre propre banque. Vous êtes entièrement responsable des bitcoins que vous avez. Bien entendu, c'est plus compliqué que ça, et ça mérite de faire des recherches afin de bien comprendre l'univers Bitcoin. Et il y a beaucoup plus de choses à savoir que ça. La blockchain a été créée et utilisée pour la première fois à travers le Bitcoin, mais il existe tout plein de crypto-monnaies et qui ont tout plein d'autres utilités. Il existe par exemple des contrats intelligents et autonomes. On peut acheter de l'immobilier directement sur la blockchain grâce à la tokenisation d'actifs. On peut faire des prêts et des emprunts sur la finance décentralisée. Il existe plein de domaines que la blockchain améliore déjà dans la vie de tous les jours. C'est une réelle révolution et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Au moins, rien que pour comprendre les possibilités qu'elle offre. Pour l'instant, ce n'est que du facteur humain, c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de gens qui en veulent, beaucoup de demandes et très peu de gens qui cèdent leur bitcoin, alors le bitcoin devient super rare, il est très dur à avoir et donc son prix explose. A l'inverse, s'il y a beaucoup de vendeurs et personne qui veut en acheter, son prix s'effondre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une supply limitée à 21 millions de bitcoins, ce qui le rend rare de par sa nature. Et c'est pour ça que si on regarde la tendance sur le long terme, la tendance est clairement haussière. Parce que plus le temps passe, et plus il devient rare, notamment grâce au principe du halving. Le halving est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs, donc environ tous les 4 ans. Lors d'un halving, la récompense en bitcoin décernée lors du minage de chaque bloc est divisée par 2. L'objectif principal de cette réduction de moitié est de maintenir l'inflation sous contrôle en utilisant la quantité de bitcoins qui seront créés au fil du temps. Au départ, en 2009, les mineurs recevaient une prime de 50 bitcoins pour chaque bloc miné. Ensuite, cette récompense a été réduite de moitié tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le fameux halving, où l'émission de bitcoin est divisée de moitié. En 2012, elle est passée à 25 bitcoins, puis à 12,5 en 2016. En 2020, on est passé à 6,25 et elle sera réduite à 3,125 bitcoins en 2024 pour le prochain halving qui devrait avoir lieu en mars-avril. Cette réduction progressive des récompenses est conçue pour contrôler l'inflation du bitcoin et en faire une ressource de plus en plus rare. Ce mécanisme d'émission est gravé dans le marbre, celui du protocole. L'approvisionnement est donc limité et la création suit un modèle bien défini. Si tout se passe comme prévu, il ne restera plus qu'un seul bitcoin à miner en 2104 et le dernier Satoshi, la plus petite unité de bitcoin, sera minée autour de 2138. Cela en fait une ressource précieuse et un sujet de discussion incontournable pour les années à venir. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cet épisode, la crypto a plus de 1700 milliards de capitalisation au total. 1700 milliards. Et tout ce monde-là est en train de se développer. Il explose et même les plus gros gestionnaires d'actifs au monde, comme par exemple BlackRock, qui pèse plus de 8600 milliards, et d'autres, s'apprêtent à le proposer à leurs clients. Le 11 janvier, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, a accepté les ETF Bitcoin. Ce qui veut dire que maintenant les plus grands fonds de gestion les proposent à leurs clients. Et rien que BlackRock a enregistré 3,5 milliards de dollars de collecte au 8 février. Sur les 5535 ETF lancés ces 30 dernières années, aucun n'a connu un démarrage aussi fort. Ce qui apporterait une liquidité immense au marché et provoquera une demande encore plus grande, et donc potentiellement faire monter le prix. Et vous comprenez bien qu'avec une telle capitalisation et intérêt institutionnel, Bitcoin ne va pas disparaître. À noter aussi que la plupart des gouvernements, y compris la Banque centrale européenne, sont en train de mettre en place des monnaies numériques de banque centrale, qui s'appellent MNBC, elles-mêmes basées sur le principe de la blockchain. Mais évidemment, de manière centralisée, ce qui leur donnera encore plus de contrôle sur votre monnaie. La Chine d'ailleurs a déjà lancé la sienne et sont en train de tester la monnaie avec date d'expiration. Donc je vous laisse imaginer un monde dans lequel l'épargne a une échéance et donc dans lequel il est impossible d'épargner sur le long terme. Ou un monde dans lequel les gouvernements peuvent geler vos fonds instantanément si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais bon, ce sera éventuellement le sujet d'une prochaine vidéo. Pour conclure, si j'achète du Bitcoin, c'est parce que je crois qu'un jour, les individus, mais aussi les entreprises, les banques et les États, l'utiliseront comme moyen pour stocker de la valeur. Comme de l'or, mais en numérique, transportant la valeur de façon sécurisée à travers l'espace et le temps. Après, je comprends que les gens puissent être nerveux quand ils voient la volatilité de l'actif,
Mais je ne suis personnellement pas trader, je ne passe pas mon temps à acheter et à vendre. Ce qui m'intéresse, c'est la tendance à moyen et long terme. Je stocke de la valeur dans le réseau parce que je pense qu'à long terme, Bitcoin sera accepté partout. C'est pourquoi j'en achète un peu chaque semaine, indépendamment de son prix. Si vous désirez en savoir plus sur les crypto-monnaies, en général, je vous conseille de suivre la chaîne de Hasher, vous n'aurez pas meilleure source d'informations francophones. Si vous voulez suivre l'actualité crypto, je vous conseille la chaîne de Cryptomatrix, et pour les projets crypto spécifiques, la chaîne de Yiril. Toutes les sources sont en description comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ou encore mieux, à partager cette vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi puissent comprendre pourquoi il est important de s'y intéresser. On se voit au prochain épisode.